Bienvenue sur ma chaîne d'analyse où j'analyse d'autres histoires pour mieux écrire les miennes. Game of Thrones est la série qui concentre le plus grand nombre de personnages travaillés. Il y en a tellement qu'il est impossible pour moi de les compter. Pour en créer autant, je crois pouvoir dire sans me tromper que George R.R. Martin maîtrise l'art de l'archétype. Pourtant, je ne me rappelle pas m'être dit une seule fois que ces personnages sont des clichés. Même les personnages secondaires n'en sont pas. Le truc, voyez-vous, est qu'en tant qu'auteur, on a tendance à confondre cliché et archétype. L'archétype, en gros, c'est juste un outil qu'utilisent les auteurs pour pouvoir créer un personnage rapidement, le caractériser et le rendre reconnaissable par le lecteur. Là où le bas blesse, c'est que l'archétype peut devenir un cliché. Un archétype, c'est un personnage type et il présente des caractéristiques universelles qui font d'eux ce qu'ils sont. Par exemple, tout le monde sait à quoi ressemble un mentor. Il s'agit d'un archétype vieux comme le monde et le cliché, lui, veut qu'il soit vieux, sage, le dos recourbé et qu'il parle bizarrement. Pourtant, le mentor peut prendre tout un tas de formes. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 12 archétypes de personnages qu'a utilisé George R.R. Martin dans sa saga mondialement connue Game of Thrones et je vais t'expliquer comment éviter que tes archétypes deviennent des clichés. Salut à toi et si tu ne me connais pas, je suis Priska, je suis coach en écriture et sur cette chaîne, je te donne les outils d'analyse nécessaires pour que tu puisses enfin réussir à écrire ton roman. Avant de poursuivre sur cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à surtout aller récupérer le kit de création de personnages que tu trouveras en téléchargement en description. Ce kit d'écrivain est un guide complet qui te permet de construire ton personnage en profondeur. Il t'aiguillera par exemple à trouver le nom parfait pour ton personnage. J'ai créé ce kit justement pour t'éviter de créer des personnages beaucoup trop clichés, beaucoup trop attendus, en te permettant de te poser les bonnes questions pour créer un personnage qui sort du lot. Avec le lien en description, tu pourras consulter ce kit et s'il t'intéresse vraiment, le télécharger. Les personnages archétypaux réduisent l'expérience humaine à un certain nombre de motifs. L'être humain n'est pas si unique que ça lorsqu'on y pense. On répète les mêmes schémas, on a les mêmes besoins, on est freiné par les mêmes peurs et on a grosso modo les mêmes désirs. Pour moi, les personnages de fiction, pour être réalistes, doivent être des panaches de ses émotions, de ses peurs, de ses craintes, de ses désirs, de ses besoins. L'archétype, en gros, c'est juste un outil qu'utilisent les auteurs pour pouvoir créer un personnage rapidement, le caractériser et le rendre reconnaissable par le lecteur. Là où le bas blesse, c'est que l'archétype peut devenir un cliché. L'archétype devient cliché lorsque les détails qui le composent deviennent répétitifs et donc prévisibles. En gros, lorsqu'un même motif pour créer un personnage sera répété à plusieurs reprises dans d'autres types d'histoires. Un des clichés bien connus du public, c'est tout simplement l'histoire d'amour entre une humaine et une créature fantastique de type vampire ou loup-garou. Et ce type d'histoire a tellement été utilisé, surtout sur Wattpad, que ça en est devenu cliché. Pour autant, et heureusement, tous les archétypes ne deviennent pas des clichés. Neo dans Matrix, par exemple, ne serait qu'un autre cliché de l'archétype l'élu s'il n'avait pas découvert qu'il était un hacker branché à une réalité virtuelle. Mais trêve de blabla, voyons ensemble les 12 archétypes que je vous ai sélectionnés. Le guerrier est un personnage puissant. Ce personnage est généralement ultra compétent et il va souffrir d'une baisse de confiance en soi lors du moment le plus difficile de l'histoire. Et c'est une crise qu'il devra surmonter s'il veut s'élever de nouveau. La faiblesse principale de ce guerrier, c'est son excès de confiance. Il a un ego démesuré. Son désir profond, c'est de sauver les autres et de prouver sa valeur. Et dans tout le casting de Game of Thrones, nous avons Robb Stark. Robb était appelé le jeune loup. Il était fort et déterminé. Il avait l'étoffe et tous les atouts pour être le héros de l'histoire. Mais il était bien trop sûr de lui, au point de trahir l'alliance qu'il avait passée avec Walder Frey. Son ego lui a coûté la vie. D'habitude, on nous montre le guerrier échouer et être au plus bas de sa forme, mais là, ça lui a coûté la vie juste parce qu'il n'a pas écouté sa maman. C'est parti pour le deuxième archétype, l'enfant. Cet archétype généralement suit un enfant, voilà, c'est la nouvelle de l'année. Je crois que c'est évident. Cet archétype en général suit un enfant ou quelqu'un d'extrêmement naïf.
qui voit le monde à travers des lunettes toutes roses. Jusqu'à ce que la réalité frappe à sa porte et vienne lui briser ses lunettes, pour ne pas dire autre chose. Et ils apprendront à leurs dépens le prix de leur naïveté. Les points forts pour moi de cet archétype, eh bien, c'est son optimisme. Et les points faibles, bien sûr, c'est qu'il a tendance à être crédule, à se laisser faire. Il a généralement un grand manque de force physique et il a une façon très utopique de voir la vie. Son désir, eh bien, c'est d'être heureux. Et dans tout le casting de Game of Thrones, nous avons Sansa Stark. Et là où Game of Thrones a su ne pas en faire un cliché, c'est que sa crédulité a été couplée à sa suffisance et ont provoqué son propre malheur. Elle s'est mise à rêver naïvement de devenir reine, parce que c'est ce qu'on lui avait promis. Et finalement, son rêve a été brisé. Elle a vu la réalité en face. Son mari était un enfoiré. Archétype numéro 3, l'orphelin. Les orphelins sont de très bons personnages principaux. La raison pour laquelle ils sont si prisés, c'est à cause de leur arc de transformation. C'est eux qui ont le plus à gagner en suivant l'intrigue. Ils partent de rien, sans parents, et se retrouvent avec absolument tout à la fin. Et l'orphelin n'a pas forcément à être réellement orphelin. On peut partir d'un esclave, on peut partir d'un domestique, on peut partir d'un bâtard, qui passe de rien à tout. Les forces de l'orphelin, c'est l'empathie, l'instinct de survie, la persévérance, la bonté. Et sa principale faiblesse, c'est le manque de confiance en soi. Les désirs de l'orphelin sont assez variés. En général, c'est trouver une nouvelle famille, une nouvelle tribu, un nouveau clan, se connecter aux autres, aider les autres. Ça en fait un parfait protagoniste en fait. Et dans tout le casting de Game of Thrones, nous avons... En fait, j'avoue, j'hésite entre plusieurs personnages. Parce qu'on a Dany, bien sûr, Daenerys, c'est l'orpheline par excellence. On a Jon Snow, qui est un enfant bâtard et qui ne se sent chez lui nulle part et qui, pour prouver sa valeur, va s'exiler au mur. Et enfin, on a Sam, qui n'est pas orphelin à proprement parler, mais qui a été très déçu de sa famille au point d'avoir pour désir de se la recréer. Quatrième archétype, l'altruiste. L'altruiste est rarement le personnage principal, mais l'altruiste pourrait tout donner pour quelqu'un qu'il aime, et même qu'il connaît même pas, juste parce qu'il lui est redevable. Les forces de ce personnage, évidemment, c'est la générosité. Les points faibles, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est qu'il est enclin à se faire badiner. Son désir le plus profond est de protéger les autres, et dans Game of Thrones, le personnage qui y ressemble le plus, eh bien, c'est Brienne de Tarse. Je ne vais pas vous repasser le curriculum de Brienne, je ne sais pas à combien de personnes elle a porté allégeance. Mais pour moi, c'est un personnage purement altruiste, capable de mettre sa vie en danger pour ce en quoi elle croit, ou plutôt en qui. Cinquième archétype, le mentor. Le mentor est rarement le personnage principal, mais ça arrive. Et il va permettre à notre protagoniste de se préparer pour une épreuve future. Ce mentor peut être un parent, parfois ça va être un sorcier, mais quelle que soit la forme qu'il prend, il est là pour accompagner le héros vers la réussite. Les forces de cet archétype sont bien sûr la sagesse, sont bien sûr la sérénité, le calme. Les faiblesses, eh bien bizarrement, les mentors ont toujours un truc qui fait qu'ils peuvent pas agir sur le terrain, donc ils sont trop occupés ailleurs ou c'est rare qu'un mentor se batte aux côtés du héros. Généralement, il arrive même que le mentor se batte avec le héros, mais aux côtés du héros, il y a toujours un truc qui fait qu'il est assommé quelque part pendant que le héros doit se démerder. Et dans Game of Thrones, je vous avoue que j'ai énormément d'exemples de mentors. Mais pour moi, celui qui me vient en premier, c'est Jaqen. C'est un personnage à la fois kiffant et flippant. Il y a énormément de mentors dans Game of Thrones et bien sûr, toujours, notre ami George R.R. Martin arrive à en faire des personnages d'exception. Et c'est ça qui est intéressant dans Game of Thrones. Quel que soit l'archétype que George utilise, il arrive toujours à nous les rendre uniques. Le sixième archétype, c'est le Joker. Le Joker, c'est un fou, un clown, un bouffon. C'est un personnage qui peut avoir de multiples formes, de multiples facettes. Mais si vous voyez un personnage avec un verre de vin ou d'alcool et qui vous demande de vous détendre, généralement, c'est le Joker. Les points forts du Joker, c'est sa sympathie, sa joie et sa répartie. Les faiblesses, eh bien, c'est qu'il aime un chouïa trop les plaisirs de la vie et qu'il est généralement complètement alcoolique. Le désir de ce personnage, c'est de vivre au jour le jour et de profiter un maximum des plaisirs de la vie. Et aussi, oublier tous ses soucis. Évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, le personnage que j'ai choisi dans Game of Thrones, eh bien, c'est Tyrion.
Je reconnais Tyrion comme le Joker, surtout au début du livre. Toujours un verre de vin à la main, toujours le bout en train. Le génie de George a été de lui donner des responsabilités, puis de le faire souffrir, mûrir, évoluer. Il se révélera par la suite être un très bon conseiller et aussi un très bon mentor. Numéro 7. Le Vengeur. Le Vengeur est un personnage qui a été trahi. Il a perdu absolument tout ce qu'il avait et il a même failli en perdre la vie. Sauf qu'évidemment, il renaît de ses cendres pour éclater tout le monde. Ce type de personnage peut à lui seul tenir en haleine sur tout un livre. Il peut facilement être le protagoniste, surtout si on a vécu la trahison avec lui. Il est en général très apprécié, même s'il fait du sale. Les points forts du Vengeur, c'est qu'il est extrêmement malin, extrêmement fort, extrêmement compétent et super déterminé. Les faiblesses, c'est qu'il manque d'empathie. Après avoir souffert et avoir tout perdu, il devient sans cœur, cœur de glace, quoi. Son désir, se venger. Et évidemment, vous savez de qui je vais vous parler, Arya Stark. Dans la série, Arya est fantastique. J'adore cette femme. Mais dans le livre, il faut savoir que c'est Catelyn Stark qui va porter le masque du Vengeur. Catelyn Stark qui revient à la vie après les noces pourpres et qui venge la mort de sa famille. C'est Gigi qui me l'a dit. Numéro 8, les sorciers. Les sorciers sont des magiciens. Leur pouvoir échappe à la compréhension de tous les autres personnages et même des téléspectateurs et des lecteurs. On ne sait pas concrètement comment ils font ça, mais ils le font. Le truc avec les sorciers, c'est qu'ils pourraient faire de bons mentors, mais ils préfèrent conquérir le monde. Ils veulent réellement imposer leur vision du monde au reste des personnes, au reste des personnages. Leur force, c'est la connaissance et les pouvoirs magiques qu'ils possèdent. Leur défaut, c'est qu'ils sont complètement fanatiques, ils sont démesurés et ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Les sorciers font de très bons méchants. Leur désir, c'est simple, créer l'ordre à partir du chaos et plier le monde à leur volonté. Dans Game of Thrones, je suis sûre que vous avez déjà deviné de qui je vais vous parler, la sorcière rouge. Je n'ai même pas besoin de l'introduire, ni même de parler de toutes les atrocités qu'elle a fait faire, c'est elle. Mélisandre est très proche de l'archétype du méchant sorcier qui souhaite assouvir le monde. Ce qui la sépare du cliché, c'est que son pouvoir n'est pas infaillible. Mieux encore, elle évolue, et ça en fait une fanatique déchue plus qu'un véritable adversaire. Numéro 9, le souverain. Dans le monde médiéval, toute société a besoin d'un souverain. Mais est-ce que c'est un bon souverain? On a le coup du souverain extrêmement gentil, mais du coup très manipulable, ou celui du psychopathe sans cœur. Du coup, très souvent, on a ce personnage, on se demande tous ce qu'il fera lorsqu'il aura le pouvoir et ce qu'il sera capable de faire pour conserver ce pouvoir. La force du souverain, généralement, c'est son leadership et son pouvoir. Ses faiblesses, c'est qu'il a du mal à déléguer, à superviser et qu'il est extrêmement méfiant. Son désir, régner et conserver son pouvoir le plus longtemps possible. Et pour moi, même s'il y a énormément d'exemples, je ne vais choisir que Joffrey. Je crois même que ce personnage est un peu trop parfait pour cet archétype. Numéro 10, le rebelle. Va savoir pourquoi le rebelle, c'est souvent une femme. Face à une société injuste, le rebelle va vouloir redresser la barre. Le rebelle sera souvent un défenseur de la liberté, un défenseur des droits d'autrui, un libérateur et fera un chef très charismatique. Les forces du rebelle, c'est son côté rassembleur, le fait qu'il soit rebelle et sa persévérance. Ses faiblesses, c'est qu'il a peu de puissance, en tout cas il est moins puissant que son ennemi, il n'a généralement aucun statut et il a extrêmement peu de ressources. Son désir le plus grand, c'est de changer le monde. Et je suppose déjà que vous avez quelqu'un en tête et vous me direz en commentaire si c'est lui ou elle. Moi, j'ai choisi Daenerys du Typhon. On n'introduit plus la mère des dragons. Daenerys est une visionnaire, une libératrice, une féministe. Elle est plus que déterminée parce qu'elle porte en elle l'archétype de la vengeresse et de la rebelle. Et c'est grâce à ça qu'elle n'est pas devenue un cliché. Pour moi, non seulement c'était la souveraine parfaite, mais en plus, il n'y a pas plus rebelle que Daenerys. Archétype numéro 11, l'amant.
Cet archétype est un romantique. Il ferait tout pour l'amour. Ça les rend dévoués, ça les rend fanatiques, ça les rend débiles. Ils sont souvent prêts à tout sacrifier pour l'amour de leur vie et ça vire souvent en tragédie. Les points forts de cet archétype, c'est évidemment la passion. Les points faibles, eh bien, c'est sa propension au sacrifice. Il va sacrifier son identité, il va sacrifier son bonheur juste pour rendre l'autre heureux. Son désir le plus grand, évidemment, c'est d'être aimé par l'autre et de vivre leur amour au grand jour. Et je pense que je n'ai pas besoin de l'introduire puisque vous avez deviné de qui je parle, Jaime Lannister. Évidemment, je me suis souvent demandé pourquoi Jaime aimait autant Cersei. Sans elle, il était un autre homme et je voulais franchement qu'il finisse par la tuer. Mais bon, je peux toujours me brosser. Archétype numéro 12, la séductrice. Je pense aussi qu'ici, vous avez une idée de qui je parle, mais je vais quand même développer cet archétype. Ces personnages ont du pouvoir, de l'influence, manipulent avec le sexe, avec les sentiments. Ils promettent amour, argent, pouvoir et sont extrêmement manipulateurs. Le point fort de la séductrice, pour moi, eh bien, c'est son charisme et son manque de morale. Le point faible qui peut les faire chuter, eh bien, c'est que ces promesses ne sont que vent. C'est vide, c'est creux, et quand ceux à qui elle les fait s'en rendent compte, eh bien, ça peut faire des ravages. Son désir le plus grand, c'est de contrôler les autres. Et je pense que vous avez deviné de qui je veux parler. Il s'agit de Cersei. Cersei est une pain-bêche qui ne se présente plus, et elle a brisé la vie de tous ceux à qui elle tenait, soi-disant. Cersei collectionne les amants et j'ai beaucoup eu de peine pour Jaime qui n'a jamais su s'en détacher. Mais Cersei, ce n'est pas que ça. Elle est aussi très forte, charismatique, ambitieuse, intelligente et parano. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo où je l'analyse. Ça va vous donner 2 ou 3 pistes pour pouvoir créer des méchants inoubliables. Enfin, si vous souhaitez, comme George R.R. Martin, tirer parti des archétypes sans qu'ils se transforment en clichés, alors c'est très simple. Ce qui fait que ces personnages ne sont pas clichés malgré leur caractère archétypal, c'est la spécificité. Par exemple, Arya. Arya n'est pas juste une vengeuse. Arya est aussi un garçon manqué. Arya est une badass. Son caractère est ouvertement contrasté à celui de sa sœur Sansa. Arya est perçue comme juste et forte, là où Arya est perçue comme vaniteuse et faible. Et au final, George nous délivre un message à la fin de cette histoire qui nous explique que ces 2 femmes sont tout à fait viables, que Arya est forte à sa façon et que Sansa également a une force peut-être plus tranquille, mais une force quand même. Donc pour se servir de l'archétype, il ne faut pas se servir uniquement des caractéristiques qu'on retrouve dans ce personnage. Il faut également aller chercher dans l'histoire du personnage, dans ses comportements, dans son caractère, pour le rendre unique. Et la façon dont on va le faire évoluer dans l'histoire va en faire un personnage très bon ou très cliché. Et si vous souhaitez à tout prix renverser les clichés de votre histoire, je vous invite à faire 2 choses. Premièrement, allez écouter mon podcast sur le sujet. Deuxièmement, étoffez vos personnages et téléchargez le kit qui vous permettra de le faire. Le lien se trouve en description. J'attends vos commentaires surtout pour me dire quels archétypes est-ce que j'ai oublié. Est-ce que vous avez vu d'autres personnages à la place de ceux que j'ai choisis? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et sur ce, que vous dire? Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, à la partager. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à tantôt pour une autre vidéo. Ciao!